monde. Bakhmout. Le groupe Wagner va donc rester du côté de Bakhmout pour poursuivre la guerre en Ukraine aux côtés de la Russie. Et donc le patron de l'organisation, Evgeny Prigojine, a affirmé dimanche, après avoir fait une sortie rocambolesque vendredi dernier, a donc affirmé avoir eu la promesse de recevoir plus de munitions et d'armement de la part de Moscou. Ceci pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne de Bakhmout après avoir menacé de se retirer. Une brouille bien que rentrée dans l'ordre avec Wagner qui arrive seulement quelques jours avant la célébration du 9 mai marquant la victoire de la Russie sur les Allemands nazis. Un arrangement qui ne satisfait certainement pas l'Ukraine qui voit déjà Bakhmout s'échapper. Selon Kiev, la Russie a intensifié ses bombardements sur Bakhmout ces derniers jours dans l'espoir d'en prendre le contrôle d'ici le mardi 9 mai, jour de la victoire de l'une des principales fêtes nationales en Russie qui commémore la victoire sur l'Allemagne nazie. La ville de Bakhmout revêt donc une valeur symbolique pour les deux camps. Moscou de son côté y voit un tremplin pour mener des offensives contre d'autres villes ukrainiennes, tandis que préserver ce front est considéré par Kiev comme l'essentiel pour lancer une contre-offensive. Et voilà donc, cher monsieur, chère madame, qui fera l'objet du débat de ce jour avec bien sûr la guerre en Ukraine, avec voilà le groupe Wagner qui, après les discussions avec la Russie, reste du côté de Bakhmout. Après bien sûr l'annonce, on l'a dit tout à l'heure, très forte avec la sortie d'Evgeny Prigojine, le chef voilà paramilitaire russe de Wagner. Et donc il s'est rétracté dimanche. Il a donc décidé qu'il poursuivait l'aventure du côté de Bakhmout auprès de l'armée russe, puisque garantie leur a été donnée par Moscou qu'il recevrait donc des munitions pour poursuivre la guerre. Et donc avant de parler de l'actualité de ce jour, on vous l'a dit depuis la semaine dernière, Afrique Média est au cœur de la guerre en Ukraine. Et vous le savez, depuis quelques jours, nos envoyés spéciaux sont du côté de Moscou pour vivre voilà, avec le groupe Wagner, les entraînements de ces derniers dans la préparation de la guerre contre l'Ukraine. Et donc dans quelques jours, ce sera un jour très, on va dire, significatif pour la Russie. Célébrer une fête nationale, celle du 9 mai, marquant donc sa victoire sur l'Allemagne nazie. Et donc on va prendre un extrait, on le dira ainsi. C'est un entretien exclusif de nos envoyés spéciaux avec le chef voilà, du groupe Wagner. Il s'agit d'Evgeny Prigojine. Il revient sur le rôle du groupe Wagner, ceux-là qui disent que ce sont des mercenaires. Dans cet entretien qu'on va vous proposer dans quelques instants, vous saurez qui est Wagner, à quoi sert Wagner et quelles sont les missions de Wagner, notamment sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur leur présence en Afrique, notamment en République centrafricaine. On va prendre cet extrait et on va revenir juste après. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien spécial avec l'homme dont on parle le plus à travers le monde entier aujourd'hui et la société privée militaire qu'il a fondée. Vous avez compris, la société Wagner, nous sommes en Russie, dans la base de cette organisation où M. Evgeny Viktorovich Prigojine nous a ouvert la porte. Monsieur Prigojine, merci pour l'autorisation que vous avez donnée à Afrique Média, d'abord de filmer et bien sûr pour votre temps que vous avez dégagé pour la chaîne de télévision panafricaine. Cet entretien va se faire en anglais et en français. Merci une fois de plus. Première question, vous êtes un homme d'affaires. Vous avez créé la plus grande société privée militaire redoutée à travers le monde. Une société extrêmement efficace.
Nous avons envie de comprendre et pour les besoins de nos téléspectateurs, comment comprendre votre engagement dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme à travers le monde, surtout sur le continent africain où vous avez réussi à apporter des résultats dans un pays comme la Centrafrique. Commençons par les origines de la société militaire privée Wagner. Il faut dire que le groupe a vu le jour en 2014 lorsqu'il y a eu un problème avec les Russes en Ukraine. Les Russes sont allés localement au Donbass et en fait la guerre en 2014 dans le Donbass a véritablement commencé. À l'époque, tous les hommes d'affaires voulaient justement aider les Russes qui étaient persécutés en Ukraine et tout le monde finançait une sorte de structure militaire. Mais ce n'était pas justement efficace. J'ai donc commencé à le faire moi-même. Après la guerre de 2014 est venue la Syrie, derrière la Syrie où nous avons combattu l'État islamique assez efficacement. L'intérêt pour nous d'aller en Syrie était d'arrêter l'État islamique le plus loin possible de la Russie. Après la Syrie, j'ai rencontré un gars qui à son tour m'a présenté au président Touadéra, un centrafricain, l'un des représentants du président Touadéra. Il est venu me voir et m'a dit c'est qui suis Evgeny, je sais que vous étiez efficace en Syrie, vous vous êtes pratiquement débarrassé de l'État islamique, vos gars se battent bien. En Centrafrique, le président Touadéra est devenu président tout récemment, mais la majeure partie du pays est sous l'emprise des bandits, de terroristes. Il ne peut même pas quitter la capitale de quelque manière que ce soit. Après cela, j'ai envoyé le premier groupe de personnes sur place qui a mis en place des unités de formation. Alexandre Vanov, qui est responsable des instructeurs, a commencé la formation des FACA. Et nous nous sommes retrouvés justement en Centrafrique. Александр Иванов, который занимается инструкторами, начал работу по подготовке ФАКа, и мы оказались в Центральной Африке. Est-ce que Wagner n'est pas une force qui fait des coups d'État ou renverse les régimes? Vous êtes sur le terrain des opérations sur certaines régions du continent ou pays comme la RCA. Comment faites-vous pour vous retrouver en Afrique pour combattre le terrorisme? Но могу сразу сказать, что не было ни одного случая, когда мы... Je peux dire tout de suite qu'il n'y a pas eu un seul cas où nous étions du côté d'un régime qui n'existait pas. En Afrique, il y a souvent des débats sur la légitimité de tel ou de tel régime, mais tout le soutien que nous apportons aux États, nous sommes bien sûr du côté du régime, du côté du gouvernement en place et uniquement dans le but de protéger la population. Nous ne coopérons jamais avec des bandits, des terroristes ou d'autres groupes. S'il est nécessaire de protéger la population, nous les neutralisons tout simplement. Nous le faisons de manière aussi essentiellement altruiste. La participation de Wagner dans l'opération spéciale qui se déroule actuellement en Ukraine coïncide avec les avancées de la Fédération de Russie dans cette région. Wagner y prend une très grande part. Alors, dis-nous, quel est un peu le rôle justement de Wagner dans ce conflit et quelle est la situation aujourd'hui? Ну, ситуация на Украине следующая. Сегодня войска фактически находятся... La situation en Ukraine, elle est la suivante. Aujourd'hui, les troupes sont en fait en l'absence de toute avancée sérieuse. Wagner avance sur Bakhmut, nous capturons des terroristes et attirons les principales forces ukrainiennes vers nous. Dans les prochains jours, une contre-offensive ukrainienne devrait commencer. L'on verra alors clairement à quel point l'armée russe est prête à affronter l'armée ukrainienne déjà renouvelée. En ce qui concerne l'opération spéciale, je suis d'accord avec certaines choses, mais je ne suis pas d'accord avec les actions qui sont entreprises. J'ai pas mal de contradictions, y compris avec ceux qui prennent les décisions dans le cadre de l'opération militaire. Quel est le rôle de Wagner? Le rôle de Wagner aujourd'hui, c'est l'élite militaire. Ce sont les unités qui peuvent être la force motrice. C'est pourquoi les principaux mouvements se produisent actuellement sur le front où se trouve Wagner. Быть движущей силой, вот так вот назовем. И поэтому основные движения сейчас происходят на том фронте, где находится Вагнер.
Wagner a été extrêmement efficace en Afrique dans la lutte contre le terrorisme, avec un impact significatif sur la situation sécuritaire en République centrafricaine. L'expertise et les ressources militaires de Wagner ont aidé à repousser les groupes armés et à rétablir la stabilité dans le pays. Comment y êtes-vous parvenu après plusieurs tentatives infructueuses d'autres pays occidentaux? Вагнер, да? Надо оценивать, что Вагнер это как бы не частная военная компания. Vous devez comprendre que Wagner n'est pas une société militaire privée, ce n'est pas une société qui cherche à faire de l'argent. Nous avons des gens qui partagent les mêmes idées. Nous sommes d'une part en faveur de la justice et d'autre part en faveur de la possibilité pour les États d'avoir leur propre identité nationale. Cela contredit précisément les objectifs néocolonialistes que tendent à poursuivre ceux qui sont aujourd'hui en Afrique, les Français, les Britanniques, les Américains. Nous n'avons pas pour mission de siphonner les richesses du sous-sol. Tout État africain a tendance à devenir dépendant pendant de nombreuses années de ceux qui, à un moment ou à un autre, ont aidé le régime, aidé la population à libérer des territoires ou quoi que ce soit d'autre. Nous le faisons de manière presque désintéressée, si nous n'entrons pas dans les détails. Pourquoi l'efficacité? Pourquoi les missions qui ont précédé depuis longtemps, y compris la mission de l'ONU? Je peux dire que la mission de l'ONU est une mission extrêmement inutile. La MINUSCA, la MINUSMA et toutes les autres sont des missions qui dépensent d'énormes quantités d'argent et qui sont en fait le genre d'institution sociale où les gens viennent pour avoir des intérêts pro-américains, pro-français, pour travailler, comme on dit, pour obtenir des faveurs, soit pour permettre aux pays impliqués dans ces missions de gagner de l'argent. Pourquoi sommes-nous efficaces et pas eux? Parce que nous ne sommes pas une société militaire privée. Nous sommes un nouveau type d'armée mobile, sans bureaucratie, avec une prise de décision rapide. Je suis avec mes combattants. Les commandants sont avec leurs combattants. Et tout le monde exécute les tâches communes. Nous sommes donc bien plus efficaces qu'eux. Nous sommes plus efficaces que la MINUSMA, plus efficaces que l'armée russe, plus efficaces que l'armée ukrainienne telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Peut-être que demain, elle sera plus efficace parce que les Ukrainiens pensent comme nous aujourd'hui. Il n'y a donc pas de bureaucratie, chacun accomplit un grand nombre de tâches. Et autre point très important, nous ne restons jamais inactifs. Nous menons des activités de reconnaissance et de recherche en permanence. Nous travaillons constamment dans la jungle, sur les routes pour attraper ces bandits. Un autre point très important est d'ailleurs la discipline la plus stricte. Nous avons des punitions sévères. Je ne parlerai d'ailleurs pas du degré de sévérité, mais néanmoins les punitions les plus sévères pour l'alcool, les drogues, le pillage et toute violence contre les civils. Жесткости, но тем не менее, жесточайшее наказание, алкоголь, наркотики, мародерство и любое насилие по отношению к мирному населению. Monsieur Prigogine, pour être aussi efficace, il faut quand même beaucoup de moyens. Vous êtes à travers le monde, vous apportez énormément de résultats. Alors, lorsque vous intégrez dans un continent comme le continent africain, où vous savez qu'il n'y a pas de moyens, comment est-ce que vous réussissez pour le cas de l'Afrique et même pour d'autres régions à financer ces opérations qui réussissent? Да, у меня есть те заработки, которые я... J'ai les revenus que j'ai actuellement. Bien sûr, j'ai une entreprise quelque part à l'étranger, donc je ne fais pas la publicité parce que je suis soumis à des sanctions, mais mes principaux revenus se trouvent en Russie. Le financement de tous les projets africains, exclusivement mon argent. Je n'ai pas pris un seul centime de l'État pour les projets africains. Et de plus, j'ai des plaintes internes contre mon propre État, contre la Russie. Parce que je ne crois pas que la Russie devrait être un instrument plus efficace en Afrique et financer plus efficacement diverses tâches qui ne sont pas nécessairement liées à la guerre. Je pense que la Russie est extrêmement passive en Afrique aujourd'hui. Nous devons nous développer de manière beaucoup plus dynamique en Afrique, malgré le conflit ukrainien, malgré les mauvaises décisions prises par la Russie ces dernières années. Nous devons nous développer en Afrique. Réponse à la question 1. Toute
les finances sont mon argent personnel. 2, de cet argent, je peux rarement être sûr que je recevrai une infusion en retour sous forme de concession ou autre. Par conséquent, l'aide que je donne en ce qui concerne l'Afrique centrale est absolument sincère et je ne compte pas l'argent que je dépense alors que je devrais aider dans le domaine de la sécurité. Искренне, и я не считаю, сколько я трачу денег, когда мне необходимо помочь в сфере безопасности. Malgré les résultats significatifs obtenus par Wagner dans la lutte efficace contre le terrorisme dans le monde, certains médias pensent encore que Wagner est un groupe de mercenaires ou une organisation terroriste. Cela vous dérange-t-il et affecte-t-il le moral de vos soldats? Но если вернемся с морального духа, то моральный дух солдата. Le moral d'un soldat est fait de ce qu'il a fait. Et il sait très bien que, quel que soit le nom qu'on lui donne, comme on dit en Russie, on peut le traiter de chaudron tant qu'on ne le met pas dans la fournaise. Je comprends que cela puisse paraître étrange à un soldat qui vient de libérer un village de bandits et qui est traité de terroriste, mais tout le monde sait bien qu'il y a une dure opposition entre le monde occidental et l'Orient. Nous sommes à l'Est et nous avons des intérêts très différents en termes de confrontation historique. Alors bien sûr, les Français, les Britanniques, les Américains, toute la coalition occidentale trouveront toujours quelque chose à redire. Nous avons de nombreux cas où en Afrique centrale, vous sauvez un village, vous sauvez des étrangers comme dans la situation des mineurs chinois où les gars ont trouvé le tueur des mineurs chinois, les ont poursuivis, certains d'entre eux ont d'ailleurs été détruits, certains d'entre eux ont été arrêtés, ils avouent, mais néanmoins la presse occidentale essaie de tout mettre sens dessus-dessous. C'est la vie, nous vivons dans la lutte est notre élément. Laissons-les dire ce qu'ils disent. Nous continuons à faire ce que nous faisons. Nous sommes du côté du bien, c'est le plus important. Такова жизнь, мы живем в борьбе, и поэтому борьба — это наша стихия, и в рамках этой борьбы пускай говорят то, что говорят, мы все равно делаем то, что мы делаем, и мы находимся на стороне добра, это самое главное. Les foyers d'insécurité sont très nombreux aujourd'hui à travers le monde. Le continent africain ne se fait pas exception. La preuve en est, Wagner a intervenu efficacement avec des résultats en République centrafricaine. Il y a d'autres zones sur le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que Wagner compte faire pour le continent? Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont exprimé des besoins aujourd'hui et envers lesquels vous pensez qu'il est urgent pour vous d'intervenir pour pouvoir donner la possibilité à ces populations de ces pays de vivre sereinement? Ну, с обещания, да? С обещания тут можно обещать только поможем, чем можем. В свое время Mozambique была тяжелейшая. Nous aiderons de toutes les manières possibles. Il y a eu une situation au Mozambique. Nous nous sommes réunis en l'espace de 2 ou 3 jours. Nous avons pris l'avion du Soudan pour le Mozambique. Omar el-Béchir était encore en liberté à l'époque. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider le président du Mozambique. Nous nous sommes occupés en tout cas de ce groupe assez rapidement. Malheureusement, la Russie a ensuite décidé de reprendre tous les contingents qui se trouvaient sur place après les élections. Bien sûr, nous avons dû partir. Quelle est la principale souffrance de l'Afrique aujourd'hui? On peut dire la principale souffrance de l'Afrique est que tous ceux qui viennent essaient de gouverner ce pays et la plupart des Européens malheureusement pensent qu'ils viennent dans un pays africain et qu'il y a une élection présidentielle. Ils doivent absolument intervenir, élire un président fantoche, prendre en charge les arrangements confessionnels, faire de l'argent et ensuite, comme on dit, peu importe ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle les Africains continuent d'exister avec quelques centimes d'argent. Nigeria, énorme quantité de pétrole, pas de structure de raffinage capable de produire du carburant à partir du pétrole. Tout est acheminé vers l'Europe puis ramené. Quel est le but de tout cela? Pour que l'Afrique n'ait pas ses propres boucles fermées,
pour qu'elle soit dépendante en permanence. Par conséquent, la chose la plus importante pour l'Afrique est de devenir totalement indépendante. Notre politique et l'Union soviétique avaient une telle politique et qu'il vaut mieux serrer la main du plus fort que d'avoir un grand nombre de marionnettes autour de soi. Malheureusement, le monde occidental qui essaie de vivre dans un environnement plus confortable a besoin de marionnettes. Mais mon souhait pour l'Afrique est que l'Afrique ait des dirigeants forts dans chaque pays et que ces dirigeants forts s'occupent de leur peuple et que les intérêts du peuple passent en premier. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut avoir des interactions avec l'extérieur. Ainsi, lorsque nous sommes en Afrique centrale, nous ne demandons rien de plus au président Touadéra, rien qui puisse rendre les Africains plus pauvres d'un franc. Ничего, что могло бы сделать африканцев хоть на 1 franc беднее. Afrique Média est une télévision panafricaine opérant en Afrique qui a été efficace pour contrer la propagande occidentale et la désinformation sur l'Afrique, ses dirigeants et ses partenaires. Quel regard portez-vous sur ce média aujourd'hui critiqué pour sa couverture du rôle de Wagner en Afrique? Я могу сказать так, что мы впервые встретились с Afrique Média еще... Nous avons rencontré Afrique Média pour la première fois en 2017 quand Afrique Média faisait des reportages sur notre travail et sur ce que nous sommes sans encore utiliser le mot Wagner. Et la réaction a toujours été positive. Lorsque quelque chose est diffusé en Afrique et diffusé généralement standard, une mamie a dit quelque chose s'est passé sur les réseaux sociaux, puis il y a eu une intrigue, des ragots, et Tisra, Afrique Média traite toujours clairement ce qui s'est passé, comme cela s'est d'ailleurs passé, et donne une appréciation totalement indépendante, puisque nous sommes toujours du côté du bien. Cette appréciation indépendante montre que le groupe Wagner protège les plus démunis et d'ailleurs les plus humiliés qui sont malheureusement encore très nombreux en Afrique. Обездоленных и униженных, которых, к сожалению, в Африке еще достаточно много. Monsieur Prigogine, merci d'avoir ouvert les portes de Wagner à Afrique Média et merci surtout d'avoir dégagé un peu de votre temps. Nous savons que vous êtes un homme extrêmement occupé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour pouvoir donner les informations à nos téléspectateurs qui veulent savoir un peu plus sur ce qu'est Wagner, la société privée militaire que vous avez fondée. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cet entretien exclusif que nous avons mené ici en Russie. Merci pour votre fidélité à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Спасибо, Абубакар. D'accord. Спасибо, спасибо. Спасибо, Луис. Спасибо. Я с собой. Voilà. À chacun désormais de faire son commentaire concernant le groupe Wagner, groupe paramilitaire. Il faudra donc le rappeler, attention à la propagande, à ce qui est dit sur le groupe Wagner. Et donc Afrique Média a décidé pour vous, chers téléspectateurs, d'aller sur le terrain pour pouvoir interroger. Vous avez eu en direct et en exclusivité sur la télévision panafricaine le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigogine, qui vous a ramener dans les réalités du groupe Wagner, ce que c'est que le groupe Wagner, ce qu'est le rôle du groupe Wagner, à quoi c'est véritablement le groupe Wagner, quelles sont les prérogatives, les objectifs, les ambitions du groupe Wagner. Et donc avec Boubacar Sidiki et Bidben, lui, nos envoyés spéciaux sur le terrain, vous avez donc désormais votre idée. Donc à chacun son analyse désormais concernant le groupe Wagner. Il était important de le faire pour vous afin que vous compreniez véritablement qui sont ceux-là qu'on présente comme des mercenaires, comme des personnes aidant les terroristes à se développer, notamment en Afrique ou bien sûr du côté de la République centrafricaine où on les a présentés comme des personnes offrant les populations au canon, et pourtant ils sont bel et bien là pour
instruire, voilà, et aider le gouvernement, puisqu'il l'a dit, Evgeny Prigojine, il fonctionne et travaille avec les gouvernements, donc ils sont du côté de la légalité et non pas derrière les terroristes, tels que nous l'ont fait croire plusieurs plateformes. Il a également parlé de l'Organisation des Nations Unies, et voilà, ça sort donc de la bouche, des lèvres de Wagner, qui parle donc d'intérêt. Tous sont là pour la recherche de l'intérêt, notamment les forces onusiennes qui bossent notamment pour la France, en ce qui concerne bien sûr l'Afrique, qui bossent pour la France et l'État américain. Et voilà, ils ont également parlé de leur rôle en Afrique. Vous avez suivi donc le groupe Wagner, leur ambition, surtout dans la guerre en Ukraine. Ils ne voient pas la Russie comme un dieu. Non, ils ont décidé voilà, de soutenir la cause russe qu'ils ont trouvé donc la meilleure, et désormais ils continuent leur combat aux côtés de Moscou, aux côtés de Vladimir Poutine. Et donc vendredi dernier, des propos incendiaires, suicidaires même, sont sortis de la bouche voilà, du fondateur du groupe Wagner, et Moscou a décidé donc de leur donner des munitions afin qu'ils poursuivent leur tâche du côté de Bakhmout, à quelques jours seulement, on va dire quelques heures, puisque demain mardi, c'est le 9 mai, jour d'une fête nationale du côté de la Russie, alors qu'une contre-offensive ukrainienne également est annoncée. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais c'est annoncé en grande pompe. Alors, pour poursuivre cette édition d'Appel sur le continent, on a deux invités. Tout d'abord, Adrien Boquet, correspondant Afrique Média pour l'Ukraine et la Russie, qui est dans le Donbass. On profite tout d'abord pour leur dire bonsoir. Bonsoir à vous, Adrien Boquet. Moscou, j'ai rejoint vos collègues à Moscou. Précision, Adrien Boquet, vous avez donc rejoint la troupe Afrique Média qui est au grand complet du côté de Moscou. Désormais, ce sera Aboubakar Siddiqui, Abid Ben lui et bien sûr Adrien Boquet. Un autre invité, il est avec nous, il s'agit de Gamal Abina. On dit tout d'abord bonsoir à vous, chers messieurs. On espère que vous êtes bien positionnés, que vous avez certainement suivi cet entretien exclusif avec le fondateur du groupe Wagner. Du moins, ils ont dit ce que vous disiez à répétition sur la télévision panafricaine, mais seulement il fallait qu'il y ait véritablement la preuve, qui est celle d'aller vers cette troupe, d'aller vers le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, pour que par sa voix, que les téléspectateurs comprennent qu'on ne raconte pas des ragots sur Afrique Média. Bonsoir une fois de plus, Gamal Abina. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis, effectivement, ça va être intéressant de discuter des positions de M. Prigojine. Adrien Boquet, qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien exclusif avec le fondateur du groupe Wagner, vous qui êtes du côté de la Russie, tout d'abord dans le Donbass, et actuellement vous êtes du côté de Moscou. Qu'avez-vous retenu? Du moins, ce sont des choses que vous saviez déjà, mais il fallait aussi que cela vienne de la voix autorisée des personnes incriminées, notamment de Wagner, Adrien Boquet. Bien sûr, tout à fait. Donc moi j'ai rejoint donc Moscou aujourd'hui pour les festivités qui vont commencer d'ailleurs dans quelques heures. Vous devez le voir, je porte le t-shirt de Wagner pour plusieurs raisons, car non seulement ce soir c'est le thème de votre enquête exclusive sur Wagner, premièrement. Deuxièmement, je tiens également à préciser que moi, je me trouve habituellement donc dans le Donbass, du côté de Soledar, avec justement les soldats sur le terrain de Wagner. Donc c'est aussi pour leur rendre hommage par rapport à cette journée du 9 mai demain, parce que le 9 mai, on célèbre bien sûr donc cette journée des anciens combattants, mais aussi des soldats actuellement sur le front. Donc c'est aussi un clin d'œil pour les soldats qui sont en train de se battre actuellement. Et bien sûr, pour vous montrer également que si je porte ce t-shirt-là, évidemment,
que pour moi, Wagner n'est absolument pas un groupement terroriste. Je le dis et je l'assume totalement. Sinon, je ne porterai absolument pas ce t-shirt. Je rappelle, moi, je côtoie les soldats de Wagner depuis plus de 10 mois sur la ligne de front. Donc, je sais qui sont ces soldats, qui sont ces combattants de Wagner. Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des violeurs d'enfants, ce ne sont pas des brûleurs de prisonniers. Voilà, je tiens à le préciser. Moi, ça fait 10 mois que je côtoie ces soldats de Wagner, donc je n'ai aucun problème à porter ce t-shirt aujourd'hui. Je le rappelle pour 2 raisons, parce que demain et dans quelques heures, c'est le 9 mai, donc la célébration est une très grande journée ici en Russie des anciens combattants, principalement de la guerre 39-45 de Russie, mais aussi on célèbre tous les morts de cette nouvelle guerre ou des nouvelles guerres qui ont pu avoir lieu, que ce soit en Syrie, en Afghanistan, en Afrique, en Ukraine, etc., etc. Et la deuxième petite précision, vous avez ici un symbole qui est très très important. Alors excusez-moi, je vais essayer, voilà, pour bien voir. Donc c'est le ruban, ce qu'on appelle à trois barres noires, qui est un ruban qui est extrêmement important pour la Russie. Je vais préciser pour les téléspectateurs, c'est un ruban donc qui représente les anciens combattants et les vétérans. Les vétérans confondus principalement de la guerre 39-45, mais également des nouvelles guerres. Donc ce ruban est extrêmement important. Généralement, il est porté donc sur la chemise ou sur le t-shirt du côté gauche, légèrement en croix, ou vous pouvez le porter comme moi au niveau d'un bracelet, bien sûr parce qu'il y a des célébrations demain. Voilà pour les petites précisions pour les célébrations pour demain. Concernant donc cette entrevue de Wagner qui a eu lieu, c'est extrêmement rare, je tiens bien à préciser. De mémoire, je n'ai jamais vu un entretien chez Wagner aussi long et aussi précis. Donc Afrique Média a vraiment eu une énorme exclusivité. Je vais vous parler en connaissance de cause, que ça soit une chaîne russe, que ça soit RT, Canal One, NTV, toutes les grosses chaînes russes. De mémoire, je ne pense pas que eux ont réussi à avoir une interview aussi longue du chef de Wagner. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est extrêmement rare que le chef de Wagner réponde aussi longuement à des questions, aussi précisément à des questions, et en plus sans être pressé, avec une décontraction certaine au niveau des questions. Donc ça a le mérite, je pense, de le souligner. Et je pense qu'effectivement, nous avons eu aussi énormément de précisions sur la position de Wagner, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Ukraine, de qui ils sont, ce qu'ils font. Il le précise à plusieurs reprises qu'ils ne se considèrent pas comme un groupement mercenaire, mais comme une nouvelle armée indépendante. Je pense qu'il faut retenir absolument ces paroles qui veulent dire énormément de choses. Donc pour Wagner, ce n'est pas un groupement mercenaire, mais donc un nouveau groupe militaire indépendant. Je reprends les mots du chef de Wagner. Je pense que ces propos vont être repris, vous le verrez, dans les jours à venir. Moi qui suis énormément le chef de Wagner, je l'ai très rarement entendu dire aussi précisément ces précisions au niveau de Wagner. Donc je pense que c'est très très intéressant. Et après, il a su nous développer ses positions par rapport à l'Afrique, ce qui était extrêmement important, par rapport à ses relations avec les présidents de Centrafrique, de pays africains, qui était d'ailleurs très intéressant. Il nous explique comment s'est déroulée, entre guillemets, l'arrivée de Wagner en Afrique, comment ils sont arrivés en Afrique, comment ils ont débuté leurs premières opérations et surtout comment ils ont réussi où l'Occident a échoué.
c'est-à-dire chasser le terrorisme, on va le dire clairement, principalement au Mali. Comment eux, ils ont réussi alors que les Occidentaux ont échoué, on va se le dire clairement. Lui nous explique visiblement, en grande partie, par rapport, on va se le dire également, hein, je vais parler crûment, par rapport au pillage qu'il y aurait eu, par rapport aux richesses de ces pays. Visiblement, les pays qui sont venus militairement précédemment aider ces pays africains, visiblement étaient beaucoup plus intéressés par les richesses de ces pays que réellement les défendre militairement et surtout les aider au niveau du terrorisme. Et visiblement, Wagner a réussi à venir faire la différence, mais surtout prouver leur différence et surtout prouver qu'ils n'étaient pas là pour les richesses des pays africains, mais réellement pour faire, on va dire, mettre un point d'arrêt au terrorisme et surtout aider les pays qu'ils ont besoin contre ce terrorisme. Je pense que Wagner a assez prouvé sur le terrain en Afrique leur efficacité contre le terrorisme. Ils continuent et je pense qu'ils vont continuer. Il a eu une question très importante sur le futur et le directeur de Wagner a effectivement souligné que l'Afrique était le futur de Wagner. Donc je pense que cette information est aussi très importante. Je félicite encore une fois Afrique Média et mes collègues qui sont allés à la rencontre du chef de Wagner, parce que ce n'est pas toujours facile de rencontrer un chef, on va dire, comme on dit, aussi grand, un chef avec qui on parle autant au niveau international. Donc encore une fois, bravo Afrique Média, bravo à mes collègues. Et pour moi, c'est une réussite parce qu'on a appris énormément de choses et vous verrez, d'ici quelques jours, Afrique Média va encore faire parler d'eux. Du côté de la Russie. Alors, Gamal Abina, vendredi dernier, le groupe Wagner signifiait déjà à la Russie, voilà, qu'il allait quitter Bakhmout si jamais il n'avait pas de munitions pour poursuivre la guerre. Et quelques jours plus tard, on a eu la sortie du fondateur de ce groupe Wagner qui rassurait qu'il restait bien sûr du côté de Bakhmout pour poursuivre la guerre aux côtés de la Russie. Alors, quelle analyse et quels commentaires faites-vous déjà après cette double sortie du groupe Wagner? M. Prigogine nous a habitués à des sorties un petit peu tonitruantes comme celle-là. C'est pas la première fois qu'il pousse une gueulante par rapport au fait qu'il est sous-équipé ou qu'on n'équipe pas assez ses hommes pour obtenir des résultats qu'il a promis. Il y a eu une contre-performance qu'on a pu observer, c'est qu'il disait il y a encore à peu près 3 semaines qu'il avait pris la totalité de Bakhmout. C'est pas le cas malheureusement. Mais une chose est certaine, c'est que cette demande d'armement renforcé, c'est pour une intention claire. On finit rapidement avec les poches de résistance. Il reste à peu près 20% de la ville qui n'est pas encore prise. Pour démontrer que Wagner, le groupe Wagner est une entité efficace, qu'elle est peut-être meilleure que l'armée régulière et qu'il a besoin de justifier évidemment des émoluments pour lesquels il est payé. C'est un groupe privé, effectivement, c'est un groupe qui travaille pour l'État turc, pour l'État russe, excusez-moi, et qui simplement s'exprime comme beaucoup de groupes l'ont déjà fait, puisqu'on privatise de plus en plus l'armée dans les pays occidentaux. Hein. Vous voyez, te rappeler à l'époque avec Blackwater, le groupe privé américain, qui avait sévi en Irak. Donc cette idée selon laquelle on met des professionnels au combat pour combattre d'autres professionnels, c'est une idée qui est de plus en plus courue. On parle aussi pour la France, on prend l'exemple qu'il n'y a plus d'armée de conscrits, c'est une armée de métier, donc c'est des gens qui sont payés pour faire la guerre. Et c'est un peu le même principe, c'est l'État qui paye, une armée effectivement professionnelle, qui ne fait que cela, qui fait des opérations de coup de poing, qui sont destinées à montrer la réalité de ce groupe qui est capable de faire plus que ce qu'on attend. Pour l'ancien responsable des cuisines du Kremlin, c'est surprenant et en même temps on se rend bien compte qu'il est devenu une courroie essentielle de transmission de l'appareil militaire russe sur le théâtre de guerre ukrainien. Donc quand il fait un coup de gueule comme ça, il est assez énervé parce qu'il considère que l'armée régulière ne lui donne pas suffisamment de moyens pour que ses soldats puissent en finir avec les dernières poches de résistance de cette fameuse symbolique, parce que c'est plus une symbolique qu'une réalité stratégique de Bakhmout, qui n'est pas essentielle sur un plan stratégique, mais qui est devenu quasiment
un accès de fixation de la part des deux parties, du côté de Zelensky et du côté de la Russie. Ils veulent la prendre à tout prix pour démontrer chacun de son côté qu'il est capable de résister ou qu'il est capable d'embarquer plus de 20% du territoire. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si M. Prigojine fait ce genre de réaction, c'est surtout pour destiné à frapper l'opinion publique et dire effectivement que si ces performances sont pas au rendez-vous, et que ces soldats meurent sans être capables de pouvoir répondre parce que sous-équipés, j'emploie des munitions et des équipements militaires. Donc ça ne surprend pas, c'est de bonne guerre, il le fait tout le temps, c'est quelqu'un qui est fort en gueule, qui a l'habitude de cela, c'est pas quelqu'un qui est à sa langue dans sa poche. Et là, en l'occurrence, il avait menacé dans des parcs auxquels je ne croyais évidemment pas une seconde, et finalement, il a obtenu gain de cause, il a obtenu les armements dont il avait besoin, et on peut s'attendre à ce que dans les jours qui suivent, Bakhmout tombe, parce qu'évidemment, d'un côté, on a une armée aguerrie de militaires professionnels payés au titre du privé avec des sommes quand même importantes d'argent pour obtenir des résultats extrêmement rapides. Et de l'autre côté, on a des appelés du contingent, du côté ukrainien, qui ne sont pas payés de sa mirobolante, qui se savent sous-équipés aussi, et surtout qui se savent pratiquement servir de chair à canon dans une guerre pour laquelle, malheureusement pour eux, ils n'ont pas beaucoup de chance de l'emporter. Donc c'est à peu près ça le tableau. D'un côté, un Prigojine qui pousse sur l'avantage, et de l'autre côté, un Zelensky qui tente, avec beaucoup d'esbrouf, de faire croire qu'il a une chance de faire une contre-offensive à laquelle je ne crois pas une seconde. Adrien Bouquet, Gamal Abina l'a dit tout à l'heure, Bakhmout qui est donc, on va dire, qui revêt une valeur symbolique tant pour la Russie que pour l'Ukraine. Pour la Russie, parce que Moscou y voit donc un tremplin pour mener des offensives contre d'autres villes ukrainiennes, raison pour laquelle certainement Wagner met la pression au gouvernement russe pour avoir plus de munitions. Et Kiev, de son côté, veut préserver donc ce front qui est considéré comme essentiel pour lancer une quelconque contre-offensive. Adrien Bouquet. Bien sûr. Je vais vous donner mon avis personnel. Moi, ce coup de gueule qu'a donné le chef de Wagner, j'y ai cru moyen. C'est-à-dire, je me pose la question si ça n'a pas été planifié, si ça n'a pas été fait exprès pour bouger l'armée ukrainienne. Effectivement, le chef de Wagner, on est habitué, ces coups de gueule, cela n'étonne personne, mais de là à retirer l'entière de ses troupes au niveau de Bakhmout, alors qu'il a fait plus de 92%, je tiens à rappeler les précisions. Bakhmout, c'est une ville d'à peu près 45 km². Au jour d'aujourd'hui, Wagner a pris le contrôle de plus de 42 km². Donc c'est même pas les 3/4, c'est même pas 80%, hein, on est plus sur du 94-95%. Il reste, comme il l'avait précisé avant ses menaces de partir, si ma mémoire est bonne, il reste à peu près entre 2,5 et 3 km à prendre pour avoir l'entièreté de cette ville de Bakhmout. Moi, c'est mon avis personnel, même en étant sur le terrain, que de toute façon, c'était pratiquement sûr qu'avec un coup de gueule comme ça, il allait recevoir ce qu'il allait demander. Ça, c'est une certitude, premièrement. Deuxièmement, ça aurait été une catastrophe pour l'armée russe de faire le remplacement, c'est-à-dire de récupérer les postes de Wagner, vous voyez, de faire des changements aussi colossaux, etc. Ça aurait été extrêmement dangereux de faire ceci. Donc, pour moi, ça a toujours été un petit peu bizarre. Alors, est-ce qu'on saura un jour si ce coup de gueule était vrai ou pas? Peut-être, l'avenir nous le dira. Mais moi, je vous le dis sincèrement, ça fait des mois et des mois qu'on attend cette fameuse contre-offensive ukrainienne. Comme par hasard, à quelques jours de cette peut-être contre-offensive, on avait l'impression que tout Wagner allait partir, etc. Moi, je suis à la place de l'Ukraine, je me dis, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Attendons que Wagner parte. Là, il y a des problèmes. On va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est pas une tactique
que Wagner a mis en place avec l'armée russe, c'est probable. Là, elle se termine. Mais qui vous dit que pendant ces 48 heures où on attendait la décision, s'ils allaient vraiment partir ou pas, il s'est peut-être passé des choses en 48 heures. Du côté des attaques, vous avez vu que l'armée russe a envoyé plus de 35 drones, plus de 50 drones sur Kiev, et plus de 35 ont été donc interceptés sur la ville de Kiev. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose déjà cette nuit. Parce que donc il y a eu une attaque d'envergure, même au niveau des drones, la nuit dernière. Donc c'est quand même à souligner. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures-là? Au niveau militaire, on ne le saura pas, le secret défense oblige, mais moi, de ce que je connais du terrain, c'est-à-dire pratiquement 11 mois de terrain avec Wagner et l'armée russe, je pense plutôt que c'était une tactique militaire que des menaces véridiques. C'est mon avis personnel d'une personne qui est sur le terrain depuis 11 mois, mais on ne sait jamais. Là, en tout cas, effectivement, c'est une très bonne nouvelle qu'il ait eu gain de cause et qu'il va avoir toutes ses munitions, etc. Ça évite de faire justement ce changement extrêmement dangereux. Maintenant, va-t-il avoir une contre-offensive ukrainienne ou pas? En tout cas, Wagner est prêt, l'armée russe est prête, toutes les autres armées, DNR, LPR, etc., tout le monde est prêt. Bon, moi, je vous dis sincèrement, j'attends de voir, je demande vraiment s'il va se passer quelque chose. Moi, je pense réellement qu'il va rien se passer, ou s'il se passe quelque chose, ça sera, comme a dit Monsieur Abina depuis plusieurs jours, ça sera quelque chose de symbolique. Je pense que son analyse par rapport à ça, il a entièrement raison. Est-ce qu'ils vont ils vont concentrer peut-être une contre-offensive sur un petit village, sur une petite plaine, tout ça pour revendiquer la récupération d'un village ou la récupération d'un tout petit bout de terrain, parce que on va dire la grande spécialité de Monsieur Zelensky, c'est que une toute petite chose d'en faire une très grande chose. Ça, c'est la spécialité à cet acteur d'Hollywood, c'est-à-dire des petites choses, d'en faire des montagnes. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Donc, je pense qu'effectivement, nous allons peut-être avoir une micro, on va parler clairement, une micro-offensive, et vous verrez dans l'Occident, les Américains, ça y est, l'Ukraine a réussi à prendre 500 mètres, c'est extraordinaire. On verra si je me trompe, ça sera où il se passera rien du tout. Sachant qu'en plus, Wagner vient de confirmer que tout l'armement qu'il a besoin, il va l'avoir. Donc, je pense que la contre-offensive, on risque de ne pas l'avoir du côté ukrainien, mais plutôt du côté de chez Wagner, pour récupérer les 2,5 à 3 km qui manquent. Bakhmout sera pris, terminé, et après Bakhmout, ça sera, comme dit Wagner, en avant-tout. Mais quand Bakhmout sera pris, le en avant-tout sera main dans la main avec l'armée russe. Sachant que au niveau de Bakhmout, Soledar et tous les villages aux alentours, sur 100% des soldats, vous avez quand même 80% de Wagner, 20% de l'armée russe. Ça, c'est une réalité. Donc, quand Bakhmout sera vraiment pris entièrement, je pense que ça permettra, on va dire, de rebasculer peut-être sur un 50-50 entre Wagner et l'armée russe. Et autant vous dire que ce que l'armée russe avait annoncé, c'est-à-dire une préparation de 300 000 hommes il y a plus de 4 mois, je vous confirme que ces 300 000 hommes ont été entraînés, équipés, que la grande majorité sont déjà positionnés sur la ligne de front et le reste est en train de venir. Et je vous laisse également une chose très importante à ne pas oublier, il ne faut pas oublier l'armée tchétchène, qui avait d'ailleurs proposé
de prendre les positions de Wagner pour aider le retrait de Wagner. Je vous le rappelle, hein, ça c'est aussi une information très importante, que ces troupes sont également des milliers de Tchétchènes surentraînés, de soldats de forces spéciales extrêmement bien équipés. Je vous confirme, hein, pour les avoir vus en entraînement, etc., ils ont des équipements extrêmement high-tech. Ce sont des hommes physiquement extrêmement aguerris. Et ces hommes-là ne sont pas encore arrivés sur le front. Donc, il ne faut pas l'oublier que l'armée russe a toujours des réserves. Et pour moi, les réserves de l'armée russe et de Wagner, ce sont donc cette armée tchétchène qui est en arrière, qui est un groupement de milliers d'hommes surentraînés, suréquipés et extrêmement motivés. Donc nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Moi, au jour d'aujourd'hui, demain, nous célébrons une journée très importante, extrêmement importante pour la Russie. J'espère qu'il ne va pas avoir d'attentats. Je vous rappelle, hein, les informations que des attentats ont été déjoués en Crimée, hein, que 7 personnes ont été arrêtées en Crimée, 2 à Moscou, des explosifs, des grenades retrouvées. Donc il y a eu quand même un énorme démantèlement d'un groupement terroriste, hein, des services secrets ukrainiens il y a quelques jours et quelques semaines. Espérons qu'il n'y en avait pas d'autres que le FSB n'a pas pu voir encore et qu'il ne se passera rien demain. En tout cas, vous pouvez compter sur Afrique Média, moi-même et nos correspondants pour vous retranscrire cette journée qui s'annonce assez exceptionnelle et sur haute tension qui va se dérouler demain. Depuis plusieurs jours, vous soutenez l'idée selon laquelle une contre-offensive ukrainienne est une véritable utopie, mais du côté de l'Ukraine, on y croit dur comme fer, avec notamment la sortie du vice-ministre de la Défense ukrainien dans une interview qui a affirmé que la Russie va paniquer, ou alors la Russie paniquera, pour le paraphraser, quand la contre-offensive ukrainienne démarrera. Et donc Volodymyr Gavrilov est resté volontairement vague sur la date de cette contre-offensive qui normalement devrait se déclencher dès que la boue et la pluie du printemps vont laisser place à de meilleures conditions de combat. Gamalabina. Je pense que l'hiver est fini, là, on l'a bien compris. Et je ne crois pas une seconde effectivement à une contre-offensive parce qu'il y a un problème d'effectifs et de capacités militaires. Les Occidentaux ont livré à peu près 200 à 300 chars, on n'a pas le chiffre exact. Une chose est certaine, c'est que la volonté ukrainienne de lancer à nouveau une nouvelle offensive qui lui coûterait beaucoup en termes humains et matériels, mais surtout humains, puisque c'était beaucoup de morts à chaque fois. Hein. Ils ont les États-Unis qui ont confié les guerres qui va entre 100 à 150 000 morts, on est dans des chiffres monstrueux, parce qu'effectivement, c'est des guerres, c'est des armées qui se font face, et une très équipée, l'autre beaucoup moins. Et épuiser l'essentiel de ses capacités militaires, eh bien, il se trouve qu'une contre-offensive avec une armée qui est en bout de course, qui a été frappée très durement dès les premiers jours de la guerre, et qui doit envoyer du matériel qui est littéralement mordi. Il ne faut pas oublier que Zelensky passe son temps à réclamer aux Occidentaux des armes et qu'ils font la fine bouche pour lui remettre. Hein. On voit bien que l'équipement militaire est très marginal. Envoyer 300 chars, je rappelle toujours un petit trop historique que quand les nazis vont attaquer la URSS, ils ont pas envoyé 300 chars. Hein. Ils ont envoyé entre 5 et 6 000 pièces d'artillerie, chars et autres véhicules blindés, 2500 avions de combat, c'est ça qu'on avait en face. Et l'URSS a résisté largement. Là, c'est un autre rapport de force. Aujourd'hui, on envoie quelques chars de combat au compte-gouttes, peu adaptés, qui sont difficiles d'utilisation parce que c'est des chars de très haute technologie et qui sont pas nécessairement adaptés sur le terrain ukrainien. Et surtout, on parle beaucoup de contre-offensive pour donner une victoire symbolique à l'Ukraine de telle sorte qu'on puisse négocier dans des termes qui soient raisonnables. Je n'oublie pas que Zelensky a contacté Xi Jinping pour espérer avoir une négociation directe cette fois-ci. Et je n'oublie pas surtout que il y a un article qui est paru récemment sur Le Parisien qui était très surprenant, dans lequel ils font état de l'état psychologique de la population qui est vraiment en bout de course. Il y en a assez d'entendre parler de victoire, alors que pour l'instant ils essuient défaite sur défaite, que 20% du territoire
quoi qu'en disent les médias occidentaux, est bel et bien perdue au profit de la Russie, et que surtout la guerre se passe, et c'est ce qu'on peut déplorer pour la population civile ukrainienne, elle se passe en Ukraine, elle se passe pas en Russie, elle se passe même pas en Crimée. Il y a des tentatives de terrorisme qui se font ça et là, mais ça prouve le rapport de force déséquilibré. Mais les territoires conquis par les Russes sont plus ou moins sécurisés, et je crois difficilement à une contre-offensive qui tient la route. Je pense que ça va être encore malheureusement à bain de sang, qu'on va sacrifier uniquement la vie de jeunes Ukrainiens qui n'avaient pas forcément vocation à aller mourir pour une guerre qui n'est pas la leur en vérité, et que ça aurait pu être négocié en amont, qu'on sortirait par le haut de cette horreur. Eh bien, aujourd'hui, la contre-offensive est plus symbolique que dans les faits. Zelensky n'est pas un homme de guerre, c'est pas un chef de guerre, c'est pas un chef d'État. Zelensky qui était placé comme ce qu'il était à l'époque un comédien. Il fait donc de la comédie, c'est de la simagrée. C'est pas sérieux ce qu'il raconte. Il était même pas au courant qu'il fallait, non pas 6 mois, mais au minimum 2 ans pour former quelqu'un à la chasse, un pilote de chasse dans les avions modernes occidentaux. Ils sont habitués les pilotes ukrainiens sont habitués à piloter les Sukhoi, ils n'ont pas des F-16. Et donc tout ça pour dire que quand il ne sait même pas ce qu'il faut comme temps de formation, comment peut-il nous parler d'une contre-offensive? Je pense que c'est beaucoup des oufs pour donner le sentiment qu'ils ont les moyens de réagir, pour faire peur peut-être, je sais pas s'ils font peur à quelqu'un. Malheureusement, c'est pas ce qui va sortir l'Ukraine de la guerre. Le seul sortie possible, c'est les négociations directes, sur la base peut-être d'un retour sur une forme d'accord de Minsk, mais il n'est absolument pas possible d'imaginer une contre-offensive qui ne débouche pas sur un bain de sang monumental, et que les Ukrainiens, une contre-offensive, ça signifie s'exposer. Ça signifie lancer ses forces à l'assaut et donc se dévoiler, se démarquer, sortir des villes. Ça, c'est difficilement concevable, sachant que le ciel ukrainien appartient aux Russes et que les Russes sont largement en mesure d'abattre n'importe quel avion ukrainien avec les S-400, les S-400. Bref, ça pour vous dire que réellement, je vois difficilement se réaliser ce mythe de la contre-offensive. Ça fait des mois qu'elle est retardée et pour cause, ils n'ont pas été capables d'amener ce fameux million de soldats qui était promis dès le début de la guerre par Zelensky. Non seulement il n'y a plus d'hommes pour combattre très peu d'hommes qui sont plus ou moins démoralisés, c'était dit dans le Parisien, mais surtout il n'y a pas d'équipement militaire. Comment voulez-vous faire une offensive si vous êtes en train de mendier des chars de combat et si on vous en propose 350? C'est pas très sérieux. Les chars Abrams que vous pouvez proposer n'arriveront pas avant la fin de l'année, c'est ce qu'ont dit les Américains. Et surtout qu'à la fin de l'année, ce sera une guerre, je pense, qui va s'arrêter puisque de toute façon, l'Europe ne pourra pas supporter longtemps de se priver des gaz russes. Ça, simplement pour vous dire effectivement qu'en conclusion, la contre-offensive ukrainienne, c'est un mythe fabriqué pour donner le sentiment qu'il va y avoir de résistance. Il y aura une attaque, c'est une certitude, mais ça va être une attaque suicide. Parlons justement de cette contre-offensive ukrainienne. Il y a le président tchèque, Petr Pavel, qui lors de sa visite, on va dire lors de son séjour du côté de Londres pour le couronnement du roi à Charles, a parlé, a dit, on va dire, a mis en garde, voilà, l'Ukraine contre toute contre-offensive précipitée qui certainement leur coûtera cher, a dit le président tchèque, qui lui plutôt a été plus que réaliste. Gamal Abina, il faudra le dire. Oui, tout à fait, parce que la plupart des chefs d'État sont embarqués dans un discours américain. Il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est les Américains qui ont poussé à l'idée selon laquelle l'Ukraine avait résisté, était capable de faire face et pouvait battre la Russie. En vérité, les pays de l'Est connaissent très bien l'équipement militaire de la Russie, connaissent très bien la détermination de ce que vaut le combat russe. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'époque de la fin de l'Union soviétique, avec la désagrégation de l'économie, avec un appareil militaire vieillissant et en perte de vitesse, et avec une chute en Afghanistan, alors que le monde entier soutenait réellement contre les Russes l'Afghanistan. Là, c'est pas la même chose. On est sur un territoire où une partie de la population est favorable aux Russes, où effectivement ils jouent à domicile, littéralement, c'est la frontière russe. En plus, dans le Nord, ils ont un soutien considérable de la part de la Biélorussie. Il est évident que quand on a une telle configuration, le Sud n'est pas accessible puisque la mer est bloquée. Le Nord, c'est la Biélorussie, l'Est, c'est la Russie, il reste plus que l'Ouest. Et l'Ouest, ils font très attention, que ce soit la Transnistrie du côté des pays frontaliers, la région qui est donc favorable aux Russes encore, et puis la Pologne qui a un passif très difficile avec la Russie, il faut l'oublier, parce que les Russes sont quand même, il faut rappeler quand même aux téléspectateurs, en 39-45, quand les Allemands se mettent d'accord avec les nazis se mettent d'accord avec les Russes dans le pacte Ribbentrop-Molotov, ils se mettent d'accord pour partager à part égale la Pologne. La Pologne a été démembrée après avoir été reconstituée 100 ans après. Elle a été démembrée de chaque côté, de l'Allemagne d'un côté et des Russes de l'autre. Donc il y a un passif polonais qui est très mauvais. Ils ont perdu une partie de leur territoire dans le sud au profit de l'Ukraine. Et les Polonais ont réellement une détestation des Russes qui n'est même pas voilée. C'est très clair. Les Polonais sont catholiques, les Russes sont orthodoxes. Les Polonais sont plutôt occidentalistes, puisqu'ils sont plutôt proches des États-Unis et très proches du bloc occidental.
les Russes sont orientaux, évidemment, c'est l'Europe orientale. Donc tous ces éléments-là font que lorsque les pays de l'Est vont parler de ces questions-là au départ, ils sont dans une démarche de des soucis donc avec Gamal Abina. Il va certainement réajuster son micro pour qu'on puisse véritablement l'entendre, parce que ça s'est coupé lors de ces dernières interventions. Alors on revient vers vous, Gamal Abina. On espère que vous avez ajusté votre micro, parce qu'on a du mal donc on a eu du mal à vous suivre. Vous avez entendu là? Donc simplement vous dire pour la conclusion très rapide, c'est que aujourd'hui, on se rend bien compte que même des gens de l'Europe centrale, d'ailleurs, ce n'est pas les pays de l'Est, l'Europe centrale, qui étaient plutôt va-t-en guerre pro-américains, parce qu'ils se sont sentis libérés, se rendent bien compte que finalement, on les a baladés avec des belles paroles, et que la plupart, même les États-Unis en premier, refusent de donner des chars importants, des chars Abraham, que les Français ont fait la fine bouche sur les Leclerc, ils ne les donneront pas, que les Anglais ne veulent pas donner de chars anglais effectivement très offensifs, qu'on voit bien que l'Allemagne était rétive à donner les fameux chars Léopard. Donc tout ça pour vous dire que maintenant ils se rendent bien compte qu'il y a un rapport de force qui est déséquilibré et qui est plutôt favorable aux Ukrainiens. C'est une des raisons pour lesquelles ils commencent à se dire, aux Russes, excusez-moi, c'est une des raisons pour lesquelles ils se disent finalement la partie est perdue, que les soutiens sont plutôt en demi-teinte et qu'effectivement vous allez en guerre, la population ukrainienne est exsangue, que la guerre se fait en Ukraine et que ça risque pas de s'arranger. Les Russes sont déterminés, l'économie russe est parfaitement en parfait état, donc tous ces éléments conduisent à penser que certains pays commencent à se rendre compte qu'il y a un subterfuge, qu'il y a eu beaucoup d'enfumage et que dans les faits, l'Ukraine est en difficulté et qu'il va falloir négocier tout simplement. Alors, Adrien Bouquet, au regard de tout ce qui se passe depuis quelques jours déjà, ne craignez-vous pas qu'il y ait un attentat, un quelconque attentat, même un acte terroriste concernant la célébration de la fête nationale du 9 mai du côté de la Russie? Ce sera donc demain mardi, déjà que la Russie a intercepté des drones au-dessus de la Crimée, et aussi que l'Union européenne a décidé de bloquer, on va le dire, de suspendre voilà, ces vols au-dessus de la mer Noire. Donc des stratagèmes sont donc mis en place pour baliser, on va dire, l'environnement, notamment autour voilà, de cette célébration, afin qu'elle se passe en toute quiétude. Mais au regard de ce qui se passe, ne craignez-vous pas que quelque chose, on va dire même un acte terroriste comme ce qui s'est passé au début du mois de mai dernier se produise du côté de la Russie? Bien sûr, tout est possible. Comme je l'avais précisé, n'importe quel drone, un drone civil modifié en drone kamikaze, peut être mis en vol dans un appartement au 6e ou 10e étage, ou voire même beaucoup plus haut d'un building, et le sortir d'une fenêtre, personne ne le voit arriver. Ça, c'est tout à fait possible. Malheureusement, des attaques isolées également, oui, je peux vous donner mon exemple. J'ai subi une attaque terroriste moi-même au mois de septembre, une attaque au couteau par le SBU, par les services secrets ukrainiens. Je me suis fait poignarder à plusieurs reprises. Donc ces attaques là sont également possibles. Des agents spéciaux, des militants ukro-nazis pourraient très bien s'en prendre dans la foule avec un couteau, avec une arme, avec n'importe quoi. Les actes, enfin, j'allais dire les actes isolés, ça serait pas un acte isolé, mais plutôt un acte commandité, mais un acte isolé, par exemple, d'une seule personne. Malheureusement, oui, tout ça, c'est possible. Vous pouvez mettre la plus grosse sécurité du monde. Malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri qu'un militant ukro-nazi sorte un couteau et poignarde, par exemple, 10 personnes. Ça, c'est une certitude. La sécurité, bien sûr, peut barrer les routes pour éviter, par exemple, qu'une voiture ou qu'un camion fonce dans la foule. Ça, oui. Mais les actes, on va dire, un petit peu plus isolés, sont à craindre, effectivement. Après, je suis à Moscou, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'était ceci? C'est ma carte de presse d'Afrique Média, parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages là
récemment, parce que bien sûr pour l'événement, tout journaliste est obligé de s'identifier. Là, je suis en plein centre de Moscou. Les rues sont complètement fermées, le centre-ville est complètement fermé. Voilà, là, à partir, si j'ai pas dit de bêtises, c'était à 20h, hein, tout a été fermé à 20h. Voilà, et tout est en train de se mettre en place pour demain, donc le défilé qui commencera donc à 10h heure de Moscou, donc c'est-à-dire 9h pour l'heure de Paris. Donc oui, bien sûr, on n'est pas à l'abri de ces actes. Les dispositifs de sécurité sont extrêmement importants. J'ai l'habitude d'aller à Paris, par exemple, pour le 14 juillet. Je peux vous donner l'exemple. Là, les mesures de sécurité sont bien plus importantes. Bien plus importantes, que ça soit routier, dans les airs, dans les rues, partout. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que même une personne qui arriverait à passer avec un couteau, bon, c'est possible, mais ça risquerait d'être très difficile. Des portiques de magnétiques ont été mis pratiquement partout, etc. On est à l'abri de rien. Le risque zéro n'existe pas, ça vous le savez très bien. J'espère que cela va bien se passer. Ça a été maintenu pour. Je pense que les services de sécurité ont fait ce qu'il fallait. Après, le risque zéro n'existe pas, mais c'est aussi une certaine manière de montrer à l'Ukraine que la Russie n'a pas peur et n'aura jamais peur contre ces terroristes et ces nazis. Qu'on se le dise clairement, ça c'est extrêmement important. Voilà, les festivités, on va dire le 9, là c'est dans quelques heures. Nous verrons demain matin. J'espère que vous aurez de très belles images d'un très beau défilé et qu'il n'y aura pas d'images d'horreur à vous présenter. En tout cas, je le souhaite. J'espère surtout pas, en plus parce que je suis présent sur place, comme mes collègues qui ont interrogé donc le chef de Wagner. On est tous aussi un petit peu entre guillemets stressés pour pas qu'il arrive quelque chose de très grand, parce que là je parle des petits actes isolés, mais il peut aussi avoir un attentat de grande ampleur. Tout est possible. Je crois en les services de sécurité de la Russie, qui d'ailleurs me protègent depuis le mois de septembre, depuis que j'ai été attaqué personnellement. Je suis protégé moi-même personnellement jour et nuit, que ce soit dans mes déplacements ou autres. Je tiens bien à le dire pour toute personne qui essaierait de m'atteindre une nouvelle fois, que je suis protégé jour et nuit, donc ils peuvent toujours essayer. Mais voilà, on verra demain. J'espère qu'on aura une belle journée. Il n'y a pas de pluie qui s'annonce et on doit même avoir un petit peu de soleil, donc normalement tout devrait bien se passer. À Gamal, à Abina. Alors, éloignons le fait qu'il y ait une contre-offensive ukrainienne qui se prépare, Gamal Abina. Mais il faut aussi penser à un éventuel acte terroriste, à l'instar du drone isolé qui a donc été envoyé il y a quelques jours sur le toit du palais du Sénat du côté de la Russie. Alors, ne craignez-vous pas que quelque chose on va dire de similaire puisse arriver demain, ou alors selon vous la Russie va célébrer sa fête nationale du 9 mai en toute quiétude et sans dérangement? Bon, je pense qu'il n'y aura pas d'action particulière, simplement parce que d'abord ce sera un suicide de la part des Ukrainiens s'ils tentaient l'action sur le territoire russe, qui aurait une forme de terrorisme. On se souvient de la prise d'otage de Beslan dans l'école. On se souvient du pilotage du théâtre de Moscou. En général, les Russes ne font pas dans la demi-mesure. Quand ils tapent très fort. Les Ukrainiens le savent aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis surtout, c'est surtout des actions ciblées. Les Ukrainiens, les groupes ukrainiens, c'est pas forcément l'État, qui opèrent et qui tentent des actions terroristes, c'est d'abord un témoignage de faiblesse. Parce que quand on parle de terrorisme, c'est-à-dire qu'on passe plus, on passe du volet militaire au volet action désespérée de terreur. Ça, c'est la première chose. Ils ont surtout attaqué des personnalités, comme ce journaliste ou Daria Dugin, par exemple, mais n'attaquent pas au hasard ou très peu
il n'y a pas d'action terroriste à proprement parler, dans le sens où ils éliminent des gens, ils ont fait sauter le pont de Crimée, c'est vrai, mais il n'y a pas d'action de grande envergure parce que ça ne sert pas à la cause ukrainienne. Alors, il pourrait y avoir des équilibrés qui tentent une action violente, mais j'y crois pas trop parce que d'abord, les services de renseignement russes sont très très aguerris là-dessus, ils ont l'habitude, et surtout parce que ça ne servirait absolument à rien. Ce serait une action juste désespérée qui démontrerait que les Ukrainiens finalement sont des monstres, qui s'amusent à tuer des civils au hasard, et que de l'autre côté, ça donnerait l'opportunité aux Russes de rendre coup pour coup dans des proportions largement plus importantes. Parce qu'un acte de terreur avec une bombe, c'est quoi 10 personnes peut-être. Des bombardements massifs, comme les Russes l'ont déjà produit une fois en envoyant 85 missiles à 6 heures du matin dans des zones ciblées, c'est d'autant plus grave qu'ils pourraient toucher les zones à forte population. Donc je ne crois pas trop à une action terroriste. Des actions ciblées terroristes sur les personnalités, oui, c'est normal, c'est logique, c'est le jeu malheureusement de la guerre. Mais une action comme ça, dans une commémoration aussi importante et célébrée de façon pratiquement avec une solennité considérable, puisque c'est la fin de la barbarie nazie en Europe, ça, je ne crois pas que les Ukrainiens le fassent, qui sont aussi intéressés par ces questions. Il n'y a pas que les Ukro-nazis, fort heureusement en Ukraine, il y a aussi des gens qui ont combattu contre le nazisme et qui ont subi le nazisme. On se souvient des massacres de Babi Yar, où on a massacré beaucoup de populations ukrainiennes ou juives dans ces fameuses fosses de Babi Yar. Je ne crois pas que les Ukrainiens aient un bon souvenir du nazisme non plus, ils ont été maltraités. Certains en collaboraient, c'est vrai, c'est pas de Bandera, mais globalement, les Ukrainiens ont été considérés comme des esclaves, donc des sous-hommes. Donc le fait, cette communauté de destin qui existait, oublions pas non plus qu'on a quand même eu des secrétaires généraux du Parti communiste soviétique qui étaient d'origine ukrainienne, que j'avais oublié ça, comme Nikita Khrouchtchev. Donc c'est quand même, il y a le rapport Ukraine-Russie, c'est un rapport à la fois de la détestation et en même temps d'une relation passionnée par rapport à un passé de lutte commune. Donc je ne pense pas qu'ils fassent ce genre de geste au moment des commémorations. Ça donnerait une image négative et en même temps ça donnerait le sentiment que finalement ils sont réellement de néo-nazis, et ça je ne crois pas qu'un Ukrainien soit suffisamment stupide pour donner ce genre de gage à la partie russe. Donc ça me paraît hautement peu probable. Attends, rien n'est exclu, il peut y avoir un fou qui agisse de façon individuelle, un loup solitaire, mais au niveau de l'État ukrainien, je n'y pense pas une seconde. Peut-être dernière question avant de refermer donc cette édition d'appel sur le continent avec cette sortie des services secrets ukrainiens qui ont mis en garde donc la Russie contre toute provocation le jour de la célébration de la victoire donc de mai, le 9 mai, et ça a été publié par le quotidien ukrainien Indépendance Kyiv à travers donc Andriy Ouzov, le chef des renseignements ukrainiens, qui a mis donc en garde contre des provocations lors de la part de la Russie lors d'un briefing concernant bien sûr la fête nationale. Est-ce que vous comprenez cette sortie des chefs des services secrets ukrainiens? Vous posez la question à qui? À vous, Babalabina, on reste avec vous. Ah, très bien, d'accord. Oui, non, je comprends très bien. Ça, c'est beaucoup des groupes. Enfin, pas oublier qu'on est dans une guerre asymétrique quasiment, puisqu'il y a une armée ukrainienne très faible aujourd'hui et une armée russe très puissante. Mais surtout, c'est une façon de dire je te tiens, tu me tiens par la barbichette, donc je ne me touche pas, je te touche pas, en gros. Sur cette commémoration, comme je le disais, c'est une commémoration qui est commune aux deux peuples. Il ne faut pas croire que les Ukrainiens étaient nazis, je le rappelle à nouveau, il y a des néo-nazis, c'est vrai, il y a toujours des cinglés, mais il y a aussi des Ukrainiens qui étaient anti-nazis, il faut être très clair aussi, et qui ont subi cette guerre comme le reste des Russes. L'Ukraine a été le premier pays frappé durement par l'invasion nazie, donc c'est un passé commun, hein, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs c'est d'ailleurs Poutine le premier à le dire. Les Ukrainiens sont nos frères, et il a raison là-dessus, ce sont des Slaves comme eux. Donc je ne crois pas, c'est vrai que quand il dit ça, c'est une façon de dire attention, ne bouge pas, je ne bouge pas, mais il ne va pas se passer grand-chose. Les deux peuples ont un passé commun, une douleur commune, qui était réellement commune, des dirigeants communs, il ne faut jamais l'oublier, et puis n'oublions jamais que l'État des Rousses, comme on l'appelait au départ, était vraiment la mère fondatrice de la Russie d'aujourd'hui. C'est là-bas que s'est fondée la Russie. Le premier État russe, au sens russophone du terme, c'était en Ukraine. Et la différence entre les Russes et les Ukrainiens, c'est une question d'accent, je le répète régulièrement, mais Volodymyr ou Vladimir, c'est le même mot. C'est juste une question de prononciation. Donc, que ce soit Zelensky ou Poutine, ils ont le même prénom. Donc, ils ont quasiment le même raffinement, la même souche. Cette guerre est une guerre qui était vraiment, je le répète, inutile. C'est des pays qui n'auraient jamais dû faire la guerre. D'ailleurs, c'est très, très étonnant que ce soit arrivé. Je suis surpris dans la mesure où vraiment, j'imagine une guerre avec d'autres pays, et certainement pas avec l'Ukraine. Parce que c'est un pays slave comme la Russie, qu'ils ont une religion commune, qu'ils ont un passé commun, qu'ils ont une résistance commune, qu'ils ont un communisme commun à l'origine,
et que très rapidement il y a des dégradations parce qu'il y a instrumentalisation. Mais le fait que des dirigeants russes ou ukrainiens fassent beaucoup de esbroufs comme ça, beaucoup d'exagérations, beaucoup de menaces à peine voilées ou de dire attention ne touche pas sinon je vais frapper, ça c'est beaucoup de baratin, mais sur ces commémorations, j'imagine difficilement un 9 mai entaché par un acte de violence. Par contre, effectivement, comme il y a beaucoup de symbolisme, c'est le siècle du symbolisme, il est probable que peut-être une des deux parties, à l'issue de cette commémoration, tente une offensive ou une contre-offensive. Ça, c'est possible. Mais le calendrier n'est pas dicté par les symboles, il est dicté par des opérations militaires, par des réalités de terrain, par des opportunités possibles ou pas à prendre. En aucun cas, par une question de commémoration, on a gagné la guerre, on va la regagner. Ça, j'y crois pas. Ça a déjà été vendu l'année dernière. On avait déjà baraciné du côté occidental. Attention, les Russes vont faire quelque chose d'incroyable le 9 mai. Ben, ce qu'ils ont fait le 9 mai, c'est qu'ils ont simplement célébré la fin de la guerre, tout simplement, ni plus ni moins. Dina, merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, Adrien Bouquet, certainement, vous serez de la célébration de demain concernant la fête nationale du côté de la Russie. Bien sûr, je serai présent. Bien sûr, je filmerai donc la célébration et le défilé demain. J'irai aussi donc interviewer les personnes sur place pour avoir un avis général de la population moscovite ou même étrangère, hein, si des étrangers se trouvent. Ça sera même peut-être très intéressant d'interroger certains étrangers qui sont à Moscou actuellement pour avoir leur avis sur le sujet. Moi, je suis un petit peu plus réservé, plus prudent que M. Abina par rapport au risque terroriste. Moi, je ne l'espère pas, je ne pense pas non plus, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du risque zéro. Donc, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Après, pour revenir effectivement sur ce que veut faire Kiev et sur ce qu'il peut faire, il y a une énorme différence. M. Abina a très bien souligné entre ce que Kiev a envie de faire et ses ambitions et la réalité du terrain, où moi je suis depuis 10 mois, il y a un énorme fossé. C'est-à-dire, vous pouvez avoir d'énormes ambitions à la hollywoodienne, ça c'est la spécialité de Monsieur Zelensky, mais quand vous êtes sur la ligne de front et que vous avez des soldats qui, je le rappelle, pour certains du côté ukrainien, n'ont pas été remplacés depuis plus de 3 mois dans les tranchées, qui ont des problèmes d'approvisionnement en nourriture, en eau, en munitions, ça c'est la réalité du terrain, d'accord ? C'est-à-dire que effectivement l'armée ukrainienne est en train de souffrir, d'énormément souffrir du côté donc des lignes de front, que ça soit Soledar, Bakhmut ou l'oblast Donetsk. Ils souffrent. Côté ukrainien, ils souffrent énormément. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que les Russes bombardent énormément tous les approvisionnements du côté ukrainien. Leur cible prioritaire, c'est l'approvisionnement des soldats ukrainiens. Ça fait des semaines et des semaines que cette cible est prioritaire pour les Russes, pour affaiblir et fatiguer les soldats ukrainiens. D'ailleurs, ça marche. On peut voir dans des canaux Telegram ou autres certaines actions de l'armée russe ou de Wagner. Je vais vous donner un exemple, dans des forêts, dans des tranchées, etc. Et on peut s'apercevoir que ces attaques ont lieu pratiquement à chaque fois par des militaires russes ou par Wagner. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont debout, en train de courir, en train d'avancer, je vais symboliser, et en train de sauter et de lancer les grenades dans les tranchées contre des pauvres soldats, on va les appeler comme ça, ukrainiens, qui sont épuisés, qui sont ou tétanisés dans leurs tranchées, ou une fois sur deux se rendent d'épuisement ou faute de munitions. Ça, c'est la réalité du terrain. Vous pouvez vous en apercevoir principalement sur les chaînes Telegram qui montrent énormément de vidéos, et même les canaux Telegram ukrainiens le montrent, ces offensives régulières dans des petits bouts de tranchées, dans des petites forteresses, dans des petits bouts de terrain ou de forêt. Et tout ça montre qu'effectivement,
on a une réalité, cette réalité du terrain, et que l'armée russe, y compris Wagner, ils ne sont pas fatigués, ils sont extrêmement motivés, ils sont en forme, ils ont les ressources, ils ont les munitions, ils ont les armes, et ça on le voit. Et malheureusement, on voit du côté ukrainien une fatigue générale, mais surtout ce que essaye de cacher le régime de Kiev et l'Occident en même temps, c'est cette histoire d'approvisionnement. C'est-à-dire que les Russes ne cessent jour et nuit de bombarder l'acheminement occidental ukrainien de toutes sortes, de ravitaillement au niveau du front. Et vous pouvez, moi je côtoie même, vous savez, les prisonniers ukrainiens, ceux qui se rendent, ceux qui ont été arrêtés. Je me rends aussi régulièrement dans des prisons pour prendre des interviews et un petit peu aussi ce qui se passe, et ça fera partie l'un des reportages et documentaires d'ici quelques semaines ou quelques mois que je suis en train de réaliser par rapport à ces prisonniers. Et effectivement, ces prisonniers, je leur parle. Donc c'est non seulement quelque chose parce que je suis sur le terrain que je vois, mais aussi que j'interroge. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi le retour que j'ai de certains prisonniers ukrainiens qui m'expliquent qu'ils se sont rendus. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas été relevés de leur position, qui sont épuisés, qui n'ont pas assez à manger. Enfin, c'est tout à fait presque scandaleux. Mais d'un autre côté, vous avez le régime de Kiev et l'Occident qui cachent, si vous voulez, les bombardements qui viennent entraver l'approvisionnement des lignes de front. C'est-à-dire que les médias occidentaux et ukrainiens ne sont pas du tout, on va dire, dans la réalité, mais surtout sont encore dans leur ligne directive du mensonge, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas la vérité. C'est-à-dire que on peut évaluer à plus de 60% de l'approvisionnement des lignes de front ukrainiennes est intercepté ou explosé par l'armée russe. Ça, c'est une réalité. Ce sont des chiffres qui sont réels. C'est-à-dire à peu près 60% de l'approvisionnement, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Plus de la moitié de l'approvisionnement qui devrait être et qui devrait arriver sur les lignes de front, ou est intercepté, ou est tout simplement explosé par des drones, des missiles, etc., etc. Donc, il n'y a que 40% en moyenne d'approvisionnement qui arrive aux soldats et sur la ligne de front. Ce sont des chiffres incroyables. Et ça, ce sont les chiffres réels. Et encore une fois, le régime de Kiev et l'Occident n'en parlent pas. Ne parlent pas justement de cet approvisionnement qui est intercepté jour et nuit au niveau de l'oblast de Donetsk, au niveau... Merci donc à vous, Adrien Bocquet. Merci aussi à Gamal Abina pour vos analyses dans cette édition d'Appel sur le continent où on a parlé bien sûr de Wagner qui reste du côté de Bakhmout. Nous sommes également plongés dans la célébration du 9 mai, la fête nationale du côté de la Russie qui aura donc lieu ce mardi 9 mai 2023. Merci d'avoir été des nôtres et on espère certainement que vous avez été édifié concernant le groupe Wagner qui est loin d'être une organisation terroriste et donc à travers nos reporters et envoyés spéciaux sur le terrain du côté de la Russie, vous avez eu le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, qui est donc revenu sur les ambitions et le rôle de cette de ce groupe, notamment en Afrique, qui lutte pour que l'Afrique ou alors les pays africains soient indépendants, lutte donc contre le terrorisme. Et voilà qui marque un thème à cette édition de ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout de rester en compagnie de la télévision panafricaine. Média, le
monde, c'est nous.